Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te raconter pourquoi je pense que le manque de confiance en nous-mêmes nous coûte énormément d'argent. Allez, c'est parti. Alors c'est vrai, ce que je vais dire, ça fait un petit peu radical, ça fait ouf, il est encore fou celui-là, mais en fait, je pense que ce manque de confiance en soi-même, c'est la raison numéro un qui nous pousse à acheter du matériel. Le matériel le plus récent, qui a les meilleures prestations, soi-disant, quoi, hein, ou qui a les meilleurs trucs, parce qu'en fait, on a peur. On a peur de louper la photo, on a peur d'avoir un manque de connaissances, on a peur de plein de choses. Et c'est cette peur qui nous pousse à acheter du matériel en pensant que grâce à ce matériel, ça va compenser notre manque de connaissances, notre manque de peu importe de quoi. Simplement, on pense qu'avec ça, on va être sauvé. Et en fait, ça nous crée une fausse sensation de sécurité. Et en fait, tu te rends compte que dans 99% des cas, cet argent qu'on a dépensé sur un matériel qui va soi-disant nous résoudre tous nos problèmes, en fait ne se reflète pas dans nos photos. Tu n'as jamais un saut de qualité qui est aussi grand que l'argent que tu viens de dépenser dans ce matériel. Et simplement, une raison toute bête, parce que la photo, ce n'est pas le matériel qui l'a fait, ça reste le photographe. Et ça, c'est le gros problème. Quand tu dépenses de l'argent, tu penses que ça va être la solution, et c'est rarement le cas. Pour faire un parallélisme, on va prendre l'exemple d'un pilote de Formule 1. Si un pilote de Formule 1 dit bon, moi, si j'ai pas ces pneumatiques, je ne peux pas gagner la course, il peut dire ça seulement s'il a aussi le meilleur moteur, et c'est aussi le meilleur pilote. Le châssis, tout ça, mais enfin on va parler moteur, pneumatique et pilote. Donc si lui réclame le meilleur pneumatique en disant mais avec ça je pourrais gagner la course, mais ça veut dire qu'il doit déjà être le meilleur pilote et aussi déjà avoir le meilleur moteur. Parce que sinon il va améliorer sa position, mais il ne va pas gagner la course. En photographie, c'est encore pire. Parce que le pilote, il a encore plus de poids. C'est-à-dire toi, le photographe, il a encore plus de poids que les pneumatiques, qui seraient par exemple les objectifs, ou le moteur qui serait l'appareil photo. Donc tant que tu n'as pas le super niveau, tout ce que tu mets, ça peut peut-être t'aider, mais seul celui qui domine vraiment va en profiter. Donc je ne dis pas que sans connaissance tu ne vas pas en profiter, mais tu ne vas pas voir les résultats que tu espères, parce que pour en profiter, il faut avoir un niveau. Donc tu es en train de dépenser de l'argent en pensant qu'avec ça, ça va tout solutionner, alors que la première chose que tu dois arranger et améliorer, c'est ton apprentissage et tes connaissances. Parce que sans ça, tu ne vas jamais profiter de l'argent que tu es en train de dépenser. Alors, le premier truc que tu dois faire, c'est séparer complètement aider de résoudre. Ce n'est pas du tout la même chose que quelque chose t'aide, que quelque chose te solutionne. Et là, c'est le gros problème. Et beaucoup de gens pensent que confondre les deux, et tant que tu confonds les deux, tu vas avoir des gros problèmes. Parce qu'en fait, si j'utilise quelque chose en pensant que ça va me résoudre le problème, et en fait c'est une simple aide, eh bien je confie aveuglement sur ce système, et en fait c'est pas en train de me solutionner, c'est en train de m'aider. Et m'aider, c'est quand même moi le principal. Et si moi je ne fais pas ma part, eh bien ça ne va pas arranger beaucoup de trucs. Alors, je vais te donner plusieurs exemples de trucs technologiques qui nous aident énormément, mais peuvent nous créer des problèmes. Et tant que les gens ne comprennent pas les limites de ces techniques, de ces technologies, eh bien, ça peut leur créer des gros problèmes. Alors, un des plus anciens, je pense, bon, c'est peut-être pas le plus ancien, mais un qui est très important, que tout le monde connaît maintenant, alors peut-être que les gens les plus anciens n'ont pas connu, ou certains appareils photo actuels, mais c'est simplement l'autofocus. L'autofocus, c'est un truc merveilleux parce que ça te permet de faire des images, capturer la mise au point au vol, chose qui est, pendant longtemps quand tu travailles en manuel, c'était compliqué. Si par exemple tu as un truc d'action, c'était pas facile en manuel de suivre une voiture à toute vitesse ou quelqu'un qui court et tout ça, pourtant ça se faisait, mais tu avais beaucoup plus de ratés. Avec l'autofocus, c'est mieux. Mais pourtant, l'autofocus, si tu lui fais confiance aveuglement, tu peux avoir de très mauvaises surprises. Tu vois le sujet qui passe, tu fais ta photo, tu arrives chez toi, eh bien la mise au point n'est pas sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gens qui ne prennent pas le temps d'apprendre leur appareil photo,
d'apprendre comment il marche, d'avoir des connaissances photographiques, tout ça. Ce qui fait qu'ils ne configurent même pas leur appareil. Donc l'autofocus, ça se trouve, tu dis bah c'est bon, la mise au point est faite, mais pourquoi après c'est flou? Imagine, là tu me fais une photo, là tu vois je suis sur un tiers. Là. Alors tu me cadres au centre, tu mets le point ici, Eric, je vais faire la mise au point ou sur l'œil, voilà, ok. Je dis, oh, je ne vais pas mettre Eric au centre, je vais recadrer. Et puis voilà, tu arrives chez toi, tu regardes, le sofa il est mis au point, et puis moi je suis flou. Pourquoi? Parce que tu n'as pas configuré correctement ton autofocus. Ton autofocus, il y a plein de configurations, il y a la mise au point central, déplacer un point, plusieurs points, qui sont en continu, en une seule fois. Si on continue, s'il y a un mouvement, ben, il va suivre le personnage qui bouge. S'il est en mise au point, ben, une fois que tu as bloqué, ben, il ne bouge plus. Il y a plein de trucs de configuration. Donc si tu fais confiance 100% de ton autofocus sans savoir le configurer, eh ben, tu as un problème. Et puis il y a d'autres fois, même s'il est correctement configuré, l'autofocus, il n'a pas forcément travaillé correctement. Mais toi, il faut que tu connaisses ses limites. Et il faut que tu saches faire une mise au point en manuel dans certaines situations. Manque de lumière, la mise au point ne se fait pas. Dans certaines situations, il a tendance à faire du front ou du back focus, mais pas forcément par une mauvaise configuration ou parce que il faut ajuster l'objectif. Non, simplement, il y a des situations où il peut se planter ou n'importe quoi. Donc, tu dois être conscient de ses limites, être capable de rectifier. Mais ça, il faut que tu aies la connaissance, même avec un truc aussi simple que l'autofocus. Et même si dans 99,99% du temps, tu vas faire ta mise au point avec l'autofocus, ce 1% ou 0,1% que tu vas louper, que va louper ton autofocus, c'est peut-être la photo la plus importante de ta vie. Donc, il faut que tu saches faire ta mise au point manuelle aussi, même si tu ne l'utilises que rarement. Autre avancée technologique, ce sont les ISO élevés. Alors tu dis, ben voilà, je vais claquer de l'argent dans un super appareil photo qui me permet de monter les ISO super élevés. Comme ça, quand il n'y a pas de lumière, super, je monte les ISO et j'ai tout. Au lieu d'apprendre à éclairer. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, si tu vois une situation, il y a un manque de lumière, normalement la lumière elle n'est pas belle. Donc si tu montes les ISO, eh bien tu verras mieux, mais ça sera toujours pas beau. Alors ce qu'il faut, c'est que tu apprennes à éclairer. Il faut que tu apprennes à utiliser un flash. Donc tu viens de claquer ton fric dans un super appareil qui monte les ISO, mais c'est pas bon. En fait, je vais faire une description. Il y a une scène qui n'est pas claire. Alors imagine qu'au lieu que ça soit de la photo, ça soit du son. Alors tu me vois et je suis en train de parler sans articuler. Solution, je monte les ISO, je monte le son. Et maintenant, tu entendras blablabla, mais tu ne comprendras rien non plus. D'ailleurs, c'est un réflexe habituel. Quand tu vois des étrangers, quand ils ne parlent pas forcément bien ta langue, la première réaction des 3/4 des gens, c'est de commencer à parler plus fort. Et pourquoi tu lui parles plus fort? Ah, mais pour qu'il me comprenne mieux. Non, il ne va pas mieux te comprendre, il va mieux t'entendre. Il ne va pas mieux te comprendre. Et c'est le phénomène des ISO. Les gens, ils claquent du fric dans un appareil photo qui coûte un paquet pour monter les ISO, mais les ISO c'est une roue de secours, donc apprends à éclairer. Voilà, ça serait beaucoup plus important que monter les ISO. Autre exemple, le flash TTL contre le flash manuel. Alors le TTL c'est un truc qui est fantastique, parce que tu te dis, bon ben super, je n'ai même pas besoin de savoir mesurer la lumière, mon appareil photo il fait un pré-flash, alors tu vois qu'un coup de flash, mais en fait il fait un pré-flash, puis après un deuxième coup de flash, et tu dis, ben, c'est bon, grâce à ça, il envoie juste la dose de lumière nécessaire à la scène ou au sujet. Donc c'est bon. Ben ouais, mais le problème, tu prends ton appareil photo, puis là tu vas me faire une photo, puis tu vas recadrer. Alors tu appuies, et puis un coup, tu vas mesurer ici, il va envoyer, bon, c'est pas trop blanc, je vais envoyer telle dose de lumière. C'est bon, mon visage bien éclairé. Coup d'après, tu m'en fais une deuxième photo, mais tu veux un cadrage différent. Puis tu fais pas gaffe, tu prends la mesure sur la chemise. Noir, t-shirt noir. Qu'est-ce qu'il va dire ton appareil photo? Ouf, ici on est dans le noir, on va envoyer la dose. Donc il envoie de la lumière, c'est marrant, la dose. Bonne dose. J'ai envoyé la dose de lumière, donc il en envoie plus. Résultat, la chemise, le t-shirt, il se voit super. Et moi, je suis tout cramé. Ou alors sur la barbe et ainsi de suite. Donc pourquoi? Parce que le TTL, c'est pas pensé pour ça. Dans une situation stable de lumière, la logique, c'est de mettre ton flash en manuel. Donc, une fois que tu as mesuré, pour toi, tu considères que l'important, c'est la peau sur un portrait, par exemple, et bien une fois que tu as fait cette mesure,
tu règles ton appareil photo et ton flash, tu n'as plus rien à penser à la lumière. Tu as juste à te concentrer sur faire la photo, le cadrage, capturer des moments, des expressions, tout ça sur la photo, mais tu n'as plus à t'occuper de la lumière. Par contre, si tu es en TTL, eh bien, on dit ouais, mais le TTL, on peut compenser. Oui, on peut compenser, mais si on mesure toujours de la même manière, par exemple, tu mesures sur la chemise noire, et puis ton TTL il décide d'envoyer beaucoup plus de lumière que nécessaire, eh bien, tu compenses avec 1 ou 2 stops en moins, et puis ça va envoyer moins de lumière, mais ça veut dire qu'il va falloir que tu mesures toujours sur ma chemise noire. Si tu ne mesures pas toujours sur ma chemise noire, ça va être complètement instable. Donc le TTL, c'est pourquoi? Ben, c'est super le TTL en situation instable. C'est-à-dire que situation instable, le photographe n'a pas forcément le temps de mesurer, il est en extérieur, des nuages qui passent, n'importe quoi. Là. Donc il fait les photos, et puis de toute façon, un appareil photo qui se trompe, il se trompe toujours moins qu'un photographe qui se trompe. Donc tu dis, bon, ben, c'est vrai, il y a des photos, l'exposition ne sera peut-être pas parfaite, mais ça ne va pas être une catastrophe comme si moi je me gourre. Voilà. Donc dans ce cas-là, oui. Mais cette avancée technologique qui est super dans plein de situations, dans plein d'autres, elle te crée plus un problème qu'autre chose. Toi qui as pensé sans TTL, je ne suis pas capable de faire une photo, donc tu as dépensé de l'argent sur un flash TTL qui est beaucoup plus cher, et finalement, il y a plein de photos qui sont loupées au niveau de l'éclairage. Pourquoi? Parce que le TTL, ce n'est pas une solution universelle, c'est une aide. Alors, tu aurais pu claquer ton flash sur ce même TTL, mais il faut que tu saches aussi l'utiliser en manuel, ou tu te rends compte que peut-être que tu aurais pu faire des économies en simplement apprenant à utiliser un flash en manuel, et tu aurais fait énormément d'économies, et pourquoi? Parce que tu aurais moins de photos loupées dans plein de situations. Autre truc très habituel, l'écran, un truc tout bête, l'écran LCD derrière ton appareil photo. Eh bien, beaucoup de gens réclament un écran plus grand, plus précis, plus je sais pas quoi, plein de trucs, bla. Et puis, ils claquent dans l'argent pour avoir un meilleur écran, un meilleur sonnet. Et puis, leurs photos, ben, quand ils les voient dans l'ordinateur, ça ne correspond toujours pas à ce qu'ils voyaient sur l'écran. Il y a un problème. Alors ouais, tu viens de claquer ton fric pour rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu travailles en JPEG, ce que te montre ton écran, ça correspond au JPEG final. Mais si tu travailles en RAW, ce qu'il te montre, c'est même pas ton RAW. Il met un JPEG en tête, disons, pour que ce soit visible. Mais ce JPEG fait à la va-vite, si je peux dire comme ça, ne correspond pas à la réalité. Donc toi, tu regardes ton écran, tu penses que l'exposition est correcte, elle n'est pas correcte. Il était beaucoup plus intelligent d'apprendre à exposer pour justement avoir, même si l'écran a l'air bizarre, toi, tu as la tranquillité parce que tu as confiance en toi et tu sais que le résultat est bon. Un écran, c'est pratique pour vérifier le cadrage, la composition, peut-être la netteté si tu fais un zoom dessous, ou voir l'orientation de la lumière, mais ça ne va pas te garantir que l'exposition est correcte. Pour que l'exposition soit correcte, il faut que tu apprennes à exposer. Tu regardes l'histogramme si tu veux, savoir lire l'histogramme aussi, mais surtout, ne pas regarder l'écran en disant bah, c'est bon, c'est ok, ouais, les lumières ont l'air ok, ouais, les couleurs aussi, oh ouais, ça va être bon. Parce que là, tu vas avoir un gros problème. Donc, si tu dépenses d'argent pour avoir un meilleur écran, c'est pas la peine. Parce que probablement, même si ça a l'air plus beau, plus net ou plus lumineux, ça ne veut pas dire que tu seras correctement exposé ou que tu auras le résultat réel que tu verras sur ton ordinateur ensuite. Alors, sans rentrer dans la guerre full frame, APS-C, micro 4 tiers et tout ça, j'entends plein de gens qui, quand ils voient mes photos qui sont faites avec un Olympus micro 4 tiers, me disent « Oh, c'est fantastique! Oh, on dirait un full frame. D'ailleurs, pourquoi tu n'utilises pas un full frame ?» Attends, tu viens de me dire que c'est fantastique, on dirait un full frame. Pourquoi tu n'utilises pas un full frame? Ben, pourquoi je vais l'utiliser si ce que je fais, tu as déjà cru que c'est un full frame? On va réfléchir un moment. Et ça, c'est le problème. Alors moi, je ne dis pas que le full frame, c'est pas bon, hein, attention. Mais 99% des gens, quand ils voient une photo, ils ne vont pas voir la différence, sauf s'ils la comparent avec l'autre. Tu vas comparer, tu vas dire « Ah, ben là, je pense que ouais, les ombres, c'est peut-être un peu mieux, mais surtout sur la profondeur de champ, qui vont peut-être voir des trucs. » Mais en fait, beaucoup de gens pensent actuellement que sans un full frame, tu ne peux pas faire de bonnes photos. Et ça, c'est complètement débile. Tu peux aussi faire les meilleures photos avec n'importe quel appareil photo. Si tu sais composer, exposer, plein de trucs. Je te garantis qu'une photo qui pète, personne
va mettre du temps à regarder si le rend dynamique, je sais pas quoi, ceci. Non, ce qu'ils vont regarder, c'est l'impact de la photo quand ils la voient. C'est ça. Quand un mec regarde ta photo, il te demande les ombres là, c'est du full frame, c'est quoi? Alors si c'est un photographe qui veut peaufiner pour avoir un peu plus d'informations, il t'a déjà dit que la photo lui plaisait, soit. Mais s'il a même, en fait, il a même pas regardé la photo, il cherche directement le détail. Eh bien, mauvaise nouvelle pour ta photo. C'est que ta photo, en fait, ça n'a pas vraiment impacté. Ce qui l'a impacté, c'est la technologie que tu as peut-être utilisée, mais pas la photo en elle, quoi, tu vois. Donc, en fait, le full frame, ça a des avantages et des inconvénients, même le micro 4 tiers, le APS-C. Mais penser que sans ça, un full frame, tu vas pas pouvoir faire de bonnes photos, ça, c'est complètement débile. Et penser que tu vas pas pouvoir faire les meilleures photos, c'est aussi débile. Parce qu'en fait, full frame, ça serait un petit peu, ça serait même pas le moteur, ça serait les pneumatiques, tu vois. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas tout contrôlé, savoir éclairer, savoir exposer, savoir composer, tout ça, la taille du capteur n'a aucune importance. Parce que si la photo elle est minable de composition, les gens ils s'en moquent du rendu dynamique. La photo elle est nulle, pareil. Donc tant que tu n'as pas un super niveau et dans certaines conditions, tu as vraiment besoin d'un full frame ou d'un APS-C ou d'un micro 4 tiers, ça va dans les deux sens. Ça n'a aucun sens de penser je dois changer mon appareil parce que tant que j'ai pas un full frame, je ne fais pas de bonnes photos. Tu vois. Et beaucoup de gens claquent du fric comme ça et c'est débile. Autre truc, les objectifs lumineux. Alors il y a plein de mecs qui te parlent des objectifs lumineux. Alors d'abord on ferait une parenthèse. Le mot lumineux à mon avis était correct quand on travaillait en argentique et que effectivement il fallait comme tu ne pouvais pas changer tu commençais un film, tu ne le changeais pas à la moitié. Si tu avais commencé à 100 ASA ou à 400 ASA ou à 1600, peu importe, tout d'un coup, il n'y avait pas assez de lumière. Le seul moyen, c'était d'avoir un objectif plus lumineux pour pouvoir ouvrir plus le diaphragme. Donc maintenant, moi, je pense qu'on ne devrait plus parler de lumineux, parce que maintenant, tu déplaces ton ISO comme tu veux, quand tu veux. Mais on va parler que les gens, ils achètent ça pour la profondeur de champ, en fait. Les trois quarts des gens qui veulent un objectif de grande ouverture, c'est pour pouvoir avoir des profondeurs de champ très courtes. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que sans ça, tu ne peux pas faire un bon portrait, tu ne peux pas faire un bon reportage. Il faut absolument un objectif de grande ouverture pour pouvoir faire tout ça. Et tu te rends compte, alors quand c'est quelqu'un qui parle pour une question qui ne veut pas monter les ISO et tout ça, je comprends. Mais quand c'est simplement pour la profondeur de champ très courte, tu te rends compte qu'en fait, les trois quarts de ces gens, c'est des gens qui ne savent pas composer. Donc, ils vont faire des kilomètres pour avoir une localisation qui soit intéressante et tout ça, pour faire des photos. Ils font une photo d'une personne et le fond est complètement flou. Attends, pourquoi tu m'as emmené dans cette ville ou ce paysage pour que le fond soit flou? Dans ce cas-là, on restait dans le studio, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc, évidemment, il faut travailler un peu plus la profondeur de champ. Donner un peu plus de profondeur qu'on voit le paysage. Mais pourquoi ils font du flou? Parce qu'ils ont peur qu'il y ait la branche qui soit derrière, ça gêne la composition. Au fond, il y a un container ou n'importe quoi, ça va peut-être déranger. Ça. Alors qu'en fait, ce qu'ils devraient, c'est apprendre à composer. Donc ils claquent du fric dans un objectif super lumineux, mais ils ne savent pas composer. Alors qu'en fait, le premier truc, ça serait apprendre à composer. Et une fois que tu sais composer, dans certains cas, tu dis, bah ouais, là ça m'intéresserait d'avoir un objectif plus lumineux. Pourquoi plus grande ouverture? Pour, dans certains cas, effectivement, avoir une profondeur de champ très courte, ou réellement parce que tu veux capter plus de lumière. Là, ça a du sens. Mais quand je vois des mecs qui ont un objectif et qui disent ah ben, mais il me faut un plus lumineux parce que sinon je peux rien faire, eh bien je dis bah mince, tu vois ces photos, le mec s'est même pas composé. On va peut-être commencer par ça, quoi. Parce que noyer les gens, les sujets dans la soupe, parce que si tu n'es pas composé, bah, tu peux appeler ça un style. Moi j'appelle ça ne pas savoir composer, c'est tout. Donc en fait, on se rend compte que plein de gens claquent énormément de fric pour des choses qui ne leur apportent rien. Et quand je parle de choses, je parle concrètement objectif et boîtier. Parce qu'en fait, ils devraient claquer de l'argent sur des trucs satellites qui leur améliorent leurs photos. Qui leur améliorent faire leurs photos. Par exemple, des flashs, un trépied, une cellule, des modificateurs de softbox et tout ça pour les flashs, des choses comme ça. Parce qu'en fait, tu te rends compte que la différence entre une photo, je ne parle pas entre une bonne et une mauvaise photo, la composition, le thème et tout ça. Mais une fois que tout ça est arrangé, la différence, ça va être surtout la lumière. Et très peu de gens claquent leur argent dans du matériel d'éclairage. Voilà. Et très peu de gens claquent de l'argent dans du matériel pour mesurer cette lumière. Et
le premier truc que tu entends quand les mecs ils achètent un appareil photo, un mois plus tard, ils disent bon voilà, c'est bon, j'ai fait le tour de mon appareil photo, quel deuxième objectif je vais acheter? Alors c'est marrant, moi je connais un monsieur qui a fait une thèse doctorale sur André Cartez, le photographe. Enfin ce monsieur il est connu, il est français, c'est... je ne me souviens plus son prénom, il va me tuer si je me souviens plus du prénom, Muro à Saintes, le vendeur Leica, qui lui a fait une thèse sur Cartez, et il m'expliquait que Cartez, il mettait, je crois que c'était un truc comme 3 ans, à connaître un objectif. Donc c'était à l'époque argentique, mais quand il faisait que de la photo, il avait le temps de révéler, faire des essais et tout ça, il prenait vraiment 3 ans à connaître bien un objectif, son rendu, à quelle ouverture, à quelle situation, tout ça. Il estimait qu'il fallait à peu près 3 ans pour connaître un objectif. Et là, tu entends des mecs qui viennent d'acheter Nicolas Muro, voilà, Nicolas Muro de Leica, du magasin Leica à Saintes en France. Eh bien, Nicolas expliquait ça, donc quand tu penses qu'un mec il met 3 ans pour connaître bien son objectif, et tu vois un mec là qui vient d'acheter son appareil photo, et puis après un mois, il te dit « Bon, quel est l'autre objectif que je dois acheter ?» Attends, tu connais pas encore ton appareil, tu n'as même pas encore lu le manuel, tu sais même pas complètement le configurer et tu veux déjà claquer. Ouais non mais ça me permettra de faire de meilleures photos. Erreur. Erreur. Ça va pas te permettre de faire des meilleures photos. La seule personne qui peut te permettre de faire des meilleures photos, c'est toi. C'est toi. Ton appareil peut t'aider, mais il va pas te solutionner. Donc tant que ton appareil photo t'es pas arrivé à la limite, par exemple, tu veux faire des nouveaux trucs que ton appareil photo ne te permet pas de faire. Je sais pas, tu veux faire de la photo sous-marine et puis ton appareil ne va pas sous l'eau, ben ça ne va pas être possible. Ça, c'est clair. Ou tu fais de la photo d'action, il te faut des rafales à je ne sais pas combien et ton appareil photo ne te permet pas de le faire, ben ça ne va pas être possible. Soyons sérieux. Quand on commence, l'urgence, c'est pas de faire l'impossible. L'urgence, c'est de faire le possible. Voilà. Donc, c'est le premier truc. Donc, c'est pour ça que par un manque de confiance en soi-même, on claque énormément d'argent en pensant qu'avec ce qu'on vient d'acheter, on va avoir la solution. Et c'est faux. Et c'est faux. Voilà. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est vrai, elle est un petit peu longue, mais je voulais absolument en parler. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et aussi une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgiraud.com ou laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi dessous des liens de mon matériel sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.